et élaboration d'une stratégie financière pérenne pour la gestion des finances personnelles et professionnelles. Un sujet essentiel dans le contexte économique actuel, aussi bien pour nos vies personnelles que pour nos responsabilités professionnelles. J'ai le plaisir de présenter un membre du comité exécutif, Madame Laura Fikayo Kolawole, secrétaire exécutive, Fund Managers Association of Nigeria, qui va prononcer le discours d'ouverture. Alors, merci Elisabeth. Bonjour à tous. Bienvenue sur la scène. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à notre tout premier webinaire en français pour notre précieuse communauté francophone. Ce webinaire est organisé par FMAN. FMAN est l'association des gestionnaires des fonds du Nigeria et nous représentons tous les gestionnaires des fonds nigériens agréés par la SEC pour gérer vos investissements. La SEC est le régulateur de notre industrie. Je suis ravie que SEC puisse vous proposer ce webinaire. Moi, je suis Laura Kolawole et je suis la secrétaire exécutive des FMAN et nous sommes ravis de vous avoir d'échanger sur le thème élaboration d'une stratégie financière pérenne pour la gestion des finances personnelles et professionnelles. Vous aurez des conseils concrets sur l'importance d'investir et aussi la meilleure façon de gérer vos investissements. Aujourd'hui, je suis très ravie à l'idée d'avoir cette rencontre avec vous et j'espère que vous apprendrez beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Elisabeth qui nous accompagnera durant cette session. Merci beaucoup. Elisabeth? Merci, Laura. Je ne peux pas t'entendre. Elisabeth? Pardon. Merci, Laura. Oh. Encore. Je ne peux pas t'entendre. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre intervenant, Monsieur Mounir Bouba, directeur général adjoint à ARM Investment Managers. Il a une expérience réussie de 28 ans en finance de marché, trading de produits dérivés et gestion d'actifs avant de s'installer à Lagos. Il y a 4 ans, il a travaillé à Paris, Madrid et Londres en banque, hedge fund ou société de gestion. Il y a 2 masters, l'un en finance de marché et l'autre en mathématiques appliquées de la prestigieuse Université de Paris, Neuf-Dauphine. Forte d'une solide expérience dans le domaine de la gestion d'actifs, Mounir apportera des perspectives enrichissantes et concrètes sur la manière de structurer efficacement ses finances à long terme. Avant de commencer, nous vous prions de bien vouloir couper vos micros afin d'éviter toute distraction. Avec votre permission, cette session sera enregistrée. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans la section des commentaires. Une session de questions-réponses est prévue à la fin. Mounir, c'est à vous. Mounir? OK. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Laura. Merci beaucoup pour cette introduction. J'espère que vous pouvez m'entendre et vous pouvez voir la présentation. Je vais juste confirmer. Oui, un peu. Oui. OK. Merci. Bonjour, Evelyne. Bonjour à tout le monde. Bonjour, madame, mademoiselle, messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet échange.
cet échange organisé par l'Association des sociétés de gestion au Nigeria, donc FMAN, le Fund Managers Association of Nigeria. On est là aujourd'hui pour parler de vos finances, vous donner des conseils concrets sur comment gérer vos finances, que vous soyez un individuel ou quelqu'un qui représente une entreprise. Le plan de discussion va être en trois parties. Premièrement, on va définir deux concepts qui sont importants. Le concept de cycle de vie financier et l'autre, les objectifs financiers. Que sont les objectifs financiers? Ensuite, on entamera le cœur de notre présentation, qui est comment établir un plan financier robuste, que ce soit un plan personnel ou un plan professionnel. Et la dernière partie, la dernière section, on parlera des on parlera des investissements, des outils d'investissement qui sont valables pour vous permettre d'atteindre les objectifs ou construire ce plan financier robuste. Il y a peut-être des questions que vous posez comme cette jeune fille sur cet écran. Vous voulez peut-être développer une entreprise, laisser un héritage pour vos ayants droit, diversifier vos activités. Vous voulez peut-être créer ou développer une entreprise, vivre d'une retraite confortable, offrir à vos enfants la meilleure éducation possible. Voilà un certain nombre de questions qu'on peut se poser et on espère qu'à la fin de cette session, on vous donnera des réponses. Qu'est-ce que c'est être résilient financièrement? Euh, c'est en fait être capable de faire face à des situations imprévues qui arriveront et qui peuvent affecter vos revenus, votre patrimoine. Ces événements peuvent arriver n'importe quand, évidemment brutalement, et elles nécessitent un plan financier solide, rigoureux, qui aura été défini auparavant. Alors, il y a un certain nombre de questions que, si vous êtes intéressé par la planification financière résiliente, ce sont des questions auxquelles vous devez répondre. Combien de mois de dépenses pouvez-vous couvrir s'il y a une urgence qui vous empêche de travailler? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ça? De combien vos dépenses ont-elles augmenté par rapport au dernier mois? Donc là, on va parler un peu d'inflation, comme on dit, enfin, du coût de la vie qui monte. À quelle fréquence vous devez entamer vos placements pour couvrir des dépenses courantes? Est-ce que réellement ces placements ou ces investissements génèrent de la valeur à long terme? Est-ce que ces placements et investissements sont en ligne avec votre objectif à long terme? On espère qu'à la fin de cette présentation, vous serez capable, on vous aura donné les outils, vous aider à construire un plan financier qui est résilient. Euh, L'idéal, alors, vous voyez les deux représentations en bas de la présentation, l'idéal n'est pas forcément d'avoir des dépenses et des revenus qui s'équilibrent. Il n'y a pas de problème à avoir des dépenses qui sont au-dessus des revenus. Ça, on en parlera un peu plus tard, mais ça dépend quel genre de dépenses. Alors, cette présentation va vous permettre d'être familier avec des termes, des aspects importants, la discipline financière, la gestion des risques, être capable de définir des objectifs stratégiques, euh, que ce soit pour vous personnellement ou pour votre entreprise. Donc, on va sauter dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, on va commencer par définir un concept qui est important, qui est le concept de cycle de vie financier. Qu'est-ce que le cycle de vie financier? Ce graphique, alors, vous avez horizontalement, en abscisse, l'âge qui commence de 25 ans à l'infini, on va dire. Et verticalement, vous avez, donc en ordonnée, vous avez les revenus ou les dépenses. Vous avez deux courbes, une courbe rouge qui représente vos revenus et une courbe bleue en cloche à peu près qui représente vos dépenses. Donc, et on a représenté quatre étapes de la vie, A, B, C, D. Donc, la courbe rouge, comme vous la voyez, elle monte régulièrement, donc elle représente vos revenus, qui pour une bonne partie du temps représente est composée de votre salaire. Donc, cette courbe monte graduellement, donc, dans un parcours classique, normal, on va dire, d'une vie active, monte régulièrement jusqu'à la retraite, l'âge de la retraite. Donc, on a assumé ici à 65 ans.
où là, les revenus chutent brutalement et seront constitués essentiellement de votre pension de retraite ou du fruit des investissements que vous aurez effectués auparavant. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passe. Alors que la courbe bleue des dépenses, elle monte, atteint un pic autour de 45-50 ans, on va dire, et après baisse régulièrement, y compris lorsque vous êtes retraité. Évidemment, les dépenses quand vous êtes retraité sont plutôt des dépenses qui sont liées au fait que vous avez un âge avancé. Certainement des dépenses qui sont plus médicales. Et, excusez-moi. Et on va parler maintenant de ces quatre étapes de la vie qu'on a identifiées. A, B, C, D. A, c'est lorsque vous commencez dans la vie active. Euh, Vous êtes célibataire. Durant cette période-là, vos revenus sont au-delà de vos dépenses, dans la plupart des cas. Donc, vous constituez du patrimoine. Donc, vous avez un net, enfin, qui est positif. Et, et puis, à un moment donné, bah, vous vous mariez, puis vous fondez une famille. Et vos dépenses commencent à monter. Vos dépenses dépassent vos revenus jusqu'à un certain pic. Alors, pourquoi? Parce que bah, vous avez des enfants, donc vous avez des coûts qui sont liés à ces enfants-là, l'éducation des enfants, des coûts de santé qui sont plus élevés, vous avez certainement un emprunt immobilier, euh, bref, les coûts qui sont liés au fait d'avoir une famille, vous avez fondé une famille. Ces dépenses montent, et jusqu'à la partie C, où en fait, entre B et C, il y a un moment donné où euh, il y a ce phénomène qu'on appelle de nez vide. Autrement dit, les enfants, en fait, quittent la maison. Les enfants sont diplômés, sont indépendants, ils ont peut-être commencé déjà leur carrière. Donc, évidemment, il y a pas de règle précise pour ça, mais peut-être quelque part entre 45 et 55 ans. Euh, à partir de là, vos dépenses baissent et vous avez une période où vous pouvez accumuler énormément de patrimoine parce que vous êtes toujours évidemment actif et vous êtes toujours proche de votre pic de carrière. Donc vos revenus continuent à monter alors que les dépenses ont baissé jusqu'à l'instant D où là, en fait, vous êtes donc à la retraite et ces revenus baissent fortement. Et donc là, vous êtes plutôt dans une approche qui est, c'est la retraite et une approche plutôt qui est distribution et transmission de votre patrimoine. Donc tout en bas, vous avez en fait les trois grandes catégories en termes de gestion de patrimoine. Donc la première partie, c'est de l'accumulation de patrimoine que vous consolidez dans une deuxième phase et dans la dernière partie, c'est ce qu'on considère la transmission ou la distribution de ce patrimoine. Maintenant, évidemment, ce cycle de vie financier, il est ben, c'est pas une règle générale. Chaque cas est unique. Imaginons un cas où vous avez des jumelles. Évidemment, elles sont nées un jour et elles ont exactement le même parcours. Elles sont allées dans les mêmes écoles, elles ont les mêmes diplômes. Imaginons, elles ont même commencé à travailler dans la même société. Elles ont la même carrière, une carrière réussie. Et on arrive, disons qu'elles ont 45 ans toutes les deux. La seule différence que je vais intégrer ici, c'est que l'une, on va supposer que l'une est mariée, elle a quatre enfants, et l'autre est célibataire. Et évidemment, elles n'ont pas les mêmes soucis dans la vie. Celle qui est mariée, qui a des enfants, certainement a toujours un bien, enfin un emprunt immobilier à rembourser. Elle a certainement, elle a encore évidemment des enfants. Enfin, elle doit toujours s'occuper de l'éducation de ses enfants, que ce soit les scolarités. Elle a toujours des frais liés aux problèmes de santé ou entretenir les enfants. Bref, elle a des soucis que sa sœur jumelle n'a pas. Sa sœur jumelle, certainement, elle a déjà son bien immobilier. Sa sœur jumelle, certainement, elle peut se permettre peut-être même de prendre sa retraite anticipée. Donc, vous voyez deux cas semblables en termes de passé, de formation, de carrière, arrive à un moment donné où finalement les objectifs, enfin, les objectifs financiers, les objectifs de la vie, donc les objectifs financiers diffèrent. Donc, chaque cas est unique, mais il est important d'avoir ce cycle de vie financier en tête pour savoir où est-ce que vous vous positionnez. Un autre terme on va définir qui est important, ce sont les objectifs financiers. Que sont les objectifs financiers?
comme le graphique à droite le montre, ce sont comme des cibles. Ce sont comme des cibles, des plans d'action pour votre argent. Ces objectifs, alors, ils sont personnels. Je fais référence à l'exemple que je viens juste de vous donner, de deux jumelles, 45 ans. Finalement, chacun a un objectif personnel. Donc, ces objectifs personnels vont vous aider, vont vous guider sur la façon dont vous devez épargner et utiliser votre argent. En fait, c'est une feuille de route. Ok. Il est important d'avoir vraiment des objectifs clairs, des objectifs financiers que vous avez définis. Euh, les documenter si c'est possible et les avoir vraiment en tête. Il faut avoir cette discipline. Alors, quels sont les exemples d'objectifs financiers? Alors, on les a découpés ici en trois catégories. Dès que je vais en montrer une, vous allez deviner euh, les deux autres. Alors, une première catégorie d'objectifs financiers, c'est les objectifs qu'on appelle à court terme, typiquement de quelques semaines à un an ou moins d'un an. Alors, que sont-ils? Alors, même pour des objectifs courts, vous devez planifier. Euh, alors, que sont-ils? Ça peut être des objectifs pour acheter le dernier téléphone à la mode. Je n'aurais pas cité de marque, mais Samsung S25 ou euh, l'iPhone 16. Ça peut être pour couvrir les dépenses liées aux achats de Noël ou des vacances de Pâques qui arrivent. Ça peut être pour rembourser une dette que vous avez sur une carte de crédit. C'est des dépenses vraiment à court terme. Les dépenses à moyen terme ont une période qui va être un peu plus euh, longue, donc de 1 an à 5 ans ou 7 ans. Alors, donc, elles nécessitent une planification, euh, une épargne qui va être étalée sur quelques années pour atteindre ce but-là. Alors, ça peut être quelques exemples. L'objectif à moyen terme, ça peut être pour constituer l'achat d'une maison, enfin, constituer un apport pour l'achat d'une maison. Ça peut être pour financer les études d'un enfant, si les enfants sont dans une structure qui est privée, ou ça peut être pour lancer une petite entreprise. Les objectifs, dernière catégorie, les objectifs à long terme sont des objectifs qui s'installent, qui s'inscrivent dans une période qui est beaucoup plus longue, qui s'inscrit sur plusieurs décennies. Alors, des exemples, encore une fois, c'est préparer la retraite. Supposons que votre retraite soit à 65 ans, c'est pas à 64 ans que vous allez vous réveiller et commencer à penser à votre retraite. Donc, la retraite, constituer un patrimoine ou préparer sa retraite constitue des objectifs à long terme. Mais ça peut être aussi pour rembourser, l'objectif à long terme peut être rembourser son crédit immobilier sur 25, 15, 25, 30 ans. Quel que soit l'objectif, enfin, il serait lié évidemment à la durée de l'emprunt que vous aurez pris. Ou ça peut être aussi constituer un patrimoine conséquent, soit pour en vivre quand vous êtes à la retraite, ou juste pour le transmettre à vos ayants droit. Donc, voilà trois types d'objectifs pour moyen et long terme. Euh, Maintenant que nous avons défini ces deux concepts qui sont importants, donc le cycle de vie et les objectifs et la définition des objectifs. Qu'est-ce que c'est qu'un plan financier? Un plan financier, c'est le process qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Il est vraiment important de l'avoir. Alors, il consiste à définir des objectifs clairs, comme je l'ai dit, évaluer sa situation actuelle et bâtir des stratégies claires pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, j'aime bien le graphique qui est complètement à droite avec ces parapluies, avec les deux parapluies. Parce qu'en fait, avoir un plan financier solide va vous aider à gérer les incertitudes de la vie qui vont arriver, qui ne manqueront pas. Donc, il est important de l'avoir pour qu'il vous permette de protéger votre bien-être. Et surtout dans des économies à forte inflation comme euh, on l'a au Nigeria. Mais bon, ça s'applique n'importe où. Même une économie, euh, même si vous vivez dans une économie où l'inflation est plus basse, 2 ou 3%, il faut que vous sachiez que la valeur de l'argent que vous avez aujourd'hui sera 2 ou 3%, enfin, en termes de pouvoir d'achat, vous permettra d'acheter des biens ou services dans un an, malheureusement avec 2 ou 3% en moins. Euh, Quels sont les composants de la planification financière? On a identifié 6 composants qui sont importants, qu'il faut suivre, qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est la définition des objectifs. On en a parlé. C'est pour ça qu'il y avait un slide bien précis sur ça. Et la définition de ces objectifs n'est pas limitée dans le temps. Il doit tenir compte aussi de l'inflation, des conditions économiques, mais surtout aussi du fait que votre pouvoir d'achat va évoluer. Où est-ce que vous êtes dans
le cycle de vie, d'où l'importance du cycle de vie financier. L'élaboration d'un budget. Alors, un budget, enfin, il est important d'avoir un budget, une gestion budgétaire stricte, disciplinée, documentée aussi, parce que ça vous permettra de pouvoir allouer des fonds euh, à l'investissement et à l'épargne. Il est important de savoir comment est-ce que vous dépensez votre revenu, quel qu'il soit. Alors, supposons que votre revenu est constitué de votre salaire. Il est important de savoir comment est-ce que vous dépensez ce salaire-là. Alors, il y a un slide où on va parler un peu plus en détail. Une fois que vous êtes clair sur la définition de votre budget, vous êtes capable de mettre de côté de l'argent pour investir. Là, il est important de savoir investir dans quoi. Alors, il y a un concept qui est important, j'en parlerai sans arrêt, c'est le concept d'inflation. Vous ne voulez pas juste avoir de l'argent de côté et vous réveiller 20, 30 ans plus tard, supposons que vous avez juste laissé votre argent sur un compte bancaire qui ne rémunère pas en fait cette épargne. C'est pour ça qu'il y a une différence entre épargne et investissement. Vous allez réaliser après 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'en réalité, parce que il y a de l'inflation, parce que la valeur des mines que vous aviez l'année dernière, aujourd'hui ne représente plus que 980, 900. Donc, en fait, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Donc, il est important d'investir dans des actifs qui sont capables de battre cette inflation. Alors, il y a quelques actifs, on en parlera vers la fin. Il faut intégrer la gestion des risques dans votre planification financière. Alors, par risque, on entend... alors, comment est-ce que vous pouvez vous couvrir contre ces risques? En prenant par exemple des assurances. Alors, quel type d'assurance? Vous pouvez prendre une assurance vie. Vous imaginez, vous comprenez à quoi cette assurance vie peut vous servir. Prendre une assurance chômage, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de couverture euh, contre la perte d'emploi, une assurance maladie, évidemment, parce que ce sont des risques qui vont se matérialiser dans la vie. Euh, les assurances contre le vol, dégâts, voilà, n'importe quel type d'assurance. Mais aussi constituer des fonds d'urgence pour pouvoir gérer les aléas, l'incertitude qui arrivera, les chocs de la vie qui ne manqueront pas. Les deux dernières catégories, on va les mettre ensemble, c'est la planification successorale et la planification fiscale. Donc, il est important dans votre planification financière de penser déjà à la transmission de vos biens posés en droit. Il faut intégrer l'aspect fiscal très tôt. Il faut l'optimiser. Donc, voilà six composantes de la planification financière. Alors, j'ai parlé de l'importance budget. Alors, quand vous commencez à travailler, enfin, certainement, votre revenu est essentiellement composé de votre salaire. Donc, vous avez une bonne idée de vos revenus. Là où les gens font des erreurs, c'est ils ne suivent pas, ils ne prêtent pas attention à leurs dépenses. Il est important d'avoir un œil sur ces dépenses. Alors, il y a plusieurs règles, hein. Par exemple, 50, 30, 20. Allouer 50% de votre revenu pour les besoins qui sont essentiels, donc se nourrir, se loger, 30 pour ce que vous voulez, les biens, plaisirs, et 20 pour investir ou épargner. Donc, commencez par l'essentiel. Et même dans l'essentiel, soyez vraiment, enfin, ayez une allocation très optimale. Établissez un budget qui est réaliste. Ne pensez pas que vous pouvez épargner 99% de ce que vous gagnez. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que cette règle, par exemple, 50, 30, 20 est un bon indicateur. Ne vivez pas non plus au-delà de vos moyens. Il y a énormément, on vit à une époque digitale, il y a énormément d'outils numériques qui sont valables, qui sont disponibles pour vous aider à suivre, à avoir une gestion budgétaire disciplinée. Même dans l'essentiel, vous pouvez couper le superflu. Ce que je dirais ici, en fait, c'est ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Donc, on a dit le logement ou évidemment manger est un bien qui est essentiel. Mais en réalité, ne vivez pas, enfin, n'allez pas vous loger, n'allez pas acheter quelque part
si vous savez qu'en réalité, si vous regardez votre trajectoire, si vous regardez votre composition familiale, vous savez que vous ne pourrez pas. Donc, enfin, établissez un budget qui est réaliste et même dans ce qui est essentiel, donc comme j'ai dit, par exemple, manger ou se loger ou se vêtir, euh, soyez avisés. Coupez le superflu. Constituez un filet de sécurité, donc créez un fonds d'urgence pour les imprévus, de façon à ce que vous n'ayez pas à toucher à votre plan financier. Ensuite, pour finir, le cycle budgétaire n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Les conditions économiques, les cycles économiques font que vous serez amené à le réviser régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Alors, on aime les acronymes en finance. Un plan financier se doit d'être SMART. Donc, c'est la traduction de l'anglais. On a essayé de le traduire comme on pouvait. Il se doit d'être spécifique. Définissez clairement ce que vous voulez atteindre, mesurable. Mettez des chiffres. Mettez des chiffres. Alors, c'est un mathématicien qui vous le dit. Les deux suivantes, il doit être atteignable et réaliste en même temps. Donc, il doit être réaliste au regard des ressources que vous avez. Il doit prendre en compte le temps, l'inflation. Il doit aussi s'aligner avec vos valeurs. Et ensuite, T, parce qu'il doit être défini, il doit avoir une échéance temporelle. Fixez-vous une échéance pour réaliser, pour atteindre. Alors, quels sont les avantages d'un plan financier? La tranquillité d'esprit, une sécurité financière, surtout une feuille de route pour atteindre les objectifs à long terme. Alors, rappelez-vous, les objectifs à long terme sont ceux qui vraiment sont liés à patrimoine, constituer à la retraite, finir de payer la maison. Donc, avoir un plan financier, c'est surtout pour ces objectifs à long terme. Beaucoup de gens sont guidés seulement par des objectifs à court terme. Acheter le dernier gadget qui vient de sortir, acheter le dernier produit qui est à la mode. Non. Donc, et aussi avoir ce plan financier vous permet de gérer peut-être le pire ennemi de l'épargne, à savoir l'inflation. Donc, construire un plan financier va intégrer une dimension qui va être investissement. Et dans la dimension investissement, vous devez prendre en compte le fait qu'il y a de l'inflation. Donc, construisez un portefeuille d'investissement qui vous permettra de battre cette inflation, cette perte de pouvoir d'achat. Maintenant, la résilience. Comment est-ce que vous intégrez de la résilience dans votre plan financier? Ben, il faut gérer des risques. Et des risques, il y en a beaucoup. On a parlé de quelques risques, quelques slides auparavant. Risque maladie, risque. Bon, on ne prétend pas avoir une liste exhaustive des risques ici, mais juste pour vous dire, il y a un risque sur les revenus. Vous pouvez perdre votre job. Il peut y avoir une diminution de votre salaire. Si vous êtes un professionnel, ça peut être un ralentissement de vos activités. Il y a un risque sur les dépenses, un imprévu, des frais médicaux, réparation urgente. Vous devez réparer toit de la maison. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Risque sur les investissements, parce que si vous n'avez pas investi de Ouais. façon avisée, vous pourriez en l'occurrence perdre de la valeur. Euh, il peut y avoir des risques opérationnels I'll si vous show êtes you une about when it is. entreprise. Alors, OK. Everything is not Si working. vous pouvez juste couper votre micro Yeah. si vous ne parlez pas. OK. Euh, des risques aussi, parce que j'en étais, risques opérationnels. Donc, si vous êtes un professionnel, une entreprise, ça peut être lié à des fraudes, des activités. Donc, des risques, il y en a, et encore une fois, je ne vous le souhaite pas, mais il y en a qui vont se matérialiser. C'est, c'est, c'est une réalité. Donc, comment est-ce que vous pouvez construire, prendre en compte ces risques-là et intégrer de la résilience dans votre plan financier? On a identifié euh, cinq composantes. Avoir un fonds d'urgence. Juste, encore une fois, ça peut être, vous allez perdre votre job. Qu'est-ce qui peut se passer si vous perdez votre job? OK? Vous pouvez utiliser ce fonds d'urgence sans avoir à changer votre plan financier. La gestion budgétaire rigoureuse, je pense en avoir parlé beaucoup. Gestion de la dette. Donc, la dette n'est pas mauvaise, hein. Euh, il faut que ce soit une dette qui soit avisée, une dette qui crée de la valeur, une dette qui s'inscrive dans votre stratégie de création de patrimoine. Typiquement, typiquement, si vous voulez prendre de la dette pour acheter un bien immobilier, par exemple, c'est une bonne dette. Parce que, et
en l'occurrence, vous allez en fait utiliser un levier que le banquier vous donne. C'est un des rares leviers que le banquier vous donne pour vous créer de la valeur, créer un actif à long terme. Ne prenez pas de la dette à des taux exorbitants, encore une fois, pour acheter le dernier gadget à la mode, parce que vous allez avoir une charge d'intérêt qui va être très élevée et qui, en l'occurrence, va gréver sur votre capacité à épargner et investir. Donc, il faut avoir une gestion de la dette qui est avisée. Et vous aurez de la dette. Vous vous rappelez, dans ce cycle de vie financier, il y a un moment donné, bah, c'est la partie où, en l'occurrence, vous avez fondé une famille et vous êtes en train, bah, vous êtes dans une situation familiale. Vous aurez recours à de la dette. Donc, une fois que vous gérez bien cette dette, il vous reste de l'épargne et de l'investissement. Donc, épargnez et investissez. Constituez une assurance, prenez des produits d'assurance pour, encore une fois, qui vont vous aider à gérer ces aléas et qui vont vous aider à résister aux chocs financiers et aux imprévus qui ne manqueront pas. Donc, planification, en conclusion, planification et, et résilience sont liés, ils vont de pair. Si votre plan financier est bien constitué, il doit prendre en compte l'impact de l'inflation, parce que vous ne voulez pas perdre de la valeur, vous ne voulez pas que votre argent perde de la valeur. Il doit aussi intégrer la volatilité économique. Les cycles économiques vont et bien. Il y aura des situations, alors je parle vraiment de la situation économique globalement, non pas de la situation personnelle de tout un chacun, mais il y aura des moments de forte croissance économique, il y aura des périodes de ralentissement, il y aura des périodes d'incertitude géopolitique et ainsi de suite. Donc, un bon plan financier doit intégrer tout cela. Comment? En investissant dans différentes classes d'actifs qui vont réagir différemment en fonction du cycle économique. Euh, alors, jusqu'à maintenant, on va dire, j'ai essentiellement parlé de planification financière pour les individus, mais c'est la même chose pour les professionnels ou les institutions. Les étapes sont plus ou moins les mêmes. Il faut évaluer sa situation actuelle, il faut définir des objectifs, évaluer les écarts qu'on a entre la situation actuelle et les objectifs qu'on vise. Donc, ça veut dire regarder la trésorerie, le bilan comptable, les comptes de résultats et ainsi de suite. Il faut élaborer aussi un plan financier. Encore une fois, il y a différents objectifs, court, moyen, long terme. Il faut déployer ce plan financier, donc investir. Là, on parle de risque, rendement, il faut investir dans différentes classes d'actifs. Il faut suivre ce plan financier, comme je l'ai dit auparavant. Rien n'est figé dans le temps, il faut les revoir. Alors nous, professionnels de marché, quand on met en place des plans financiers pour des entreprises, on a une revue au moins mensuelle, si ce n'est trimestrielle, mais au moins trimestrielle, désolé, si ce n'est mensuel, où on s'assoit, on regarde en fait quels étaient les objectifs, les investissements que nous avons fait, quelle est la rentabilité de ces investissements, est-ce que c'est en ligne avec les objectifs de l'entreprise? Alors les objectifs peuvent être divers et variés. Et donc, du coup, comme on rencontre cet investisseur, ce client, on révise régulièrement et on ajuste le plan financier. Donc, vous voyez, l'approche est la même que pour un plan personnel. Ce slide, c'est juste pour montrer les quelques différences entre les deux types de plans. Alors, on a trois catégories. Quel est l'objectif? Quelle est la source des revenus? Comment se font les prises de décision? Dans le cas d'un plan financier, le but, c'est la sécurité financière, ça peut être la retraite, l'éducation des enfants, un certain mode de vie. Certains ont construit un plan financier parce qu'ils veulent avoir un mode de vie où ça peut être accéder à la propriété. Dans le cas d'un plan financier professionnel, les critères, les objectifs sont plutôt rentabilité, croissance, expansion, acquérir de nouveaux marchés, créer de la valeur pour les différentes parties prenantes. Les sources, dans un cas, c'est plutôt salaire, ça peut être héritage, ça peut être des investissements, d'autres revenus complémentaires, plus du salaire. Dans le cas des entreprises, ben, évidemment, c'est le chiffre d'affaires issu de la vente de biens et services. Ça peut être des investissements, un emprunt, évidemment. Une entreprise fonctionne beaucoup avec l'emprunt, ou ça peut être les capitaux propres apportés par les actionnaires. Les prises de décision sont différentes, évidemment. Dans le cas personnel, ce sont des objectifs, enfin,
prises de décision sont basées sur les objectifs personnels, la préférence ou la tolérance à certains risques. Dans le cas d'une entreprise, on engage peut-être des comités, on réajuste énormément basé aux conditions de marché et on engage des parties comme le directeur financier ou peut-être le PDG de la boîte. Donc, ici, on a essayé de mettre les- quelques différences entre les deux types de plans financiers ou personnels. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, une partie importante du plan financier et une composante importante, c'est les investissements financiers. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs à long terme que vous aurez définis. Ce slide, c'est pour présenter un concept qui est important en finance, le couple rendement-risque. Donc, si je fais référence au graphique qui est à droite, donc en abscisse, horizontalement, on a représenté les risques. Donc à gauche, risque faible, à droite, risque élevé. Et puis en ordonnée, donc en ordonnée verticalement, on a représenté le rendement espéré. Donc en bas, plutôt faible, tout en haut, plutôt élevé. Donc en bas à gauche, l'argent. L'argent, en réalité, le risque est quasi faible, zéro. Si le rendement est à zéro, puisque les juste là, en réalité, ils perdent de la valeur, ils perdent du pouvoir d'achat, du fait juste de l'inflation. Ensuite, vous avez les fonds monétaires euh, qui vous rapportent un petit rendement. Évidemment, le risque est aussi très faible. Les fonds monétaires, les fonds garantis. Ensuite, les obligations, le risque un peu plus élevé, le rendement est un peu plus élevé. Les fonds équilibrés, donc ils sont un mélange d'actions et d'obligations. L'immobilier, au-dessus, donc un rendement est un peu plus élevé, le risque aussi un peu plus élevé. Tout en haut, la dernière classe d'actifs que nous avons représentée, ce sont les actions et les fonds agressifs. On n'a pas représenté toutes les classes d'actifs, évidemment. On n'a pas les hedge funds, on n'a pas les fonds alternatifs et autres ou l'art. Euh, alors, tout en bas à gauche, vous avez une cote d'un investisseur, certainement l'investisseur le plus avisé que nous avons eu sur ces dernières décennies, qui vient juste d'annoncer sa retraite à 94 ans, donc Warren Buffett, qui a dit le vrai risque vient de ce qu'on ne comprend pas. Parce que comme je l'ai dit auparavant, la plupart des risques, si vous êtes capable de comprendre les risques, de les voir venir, vous pouvez prendre de l'assurance ou vous pouvez prendre des décisions qui vont à l'inverse de ces risques. Donc le vrai risque vient finalement de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne voit pas. Alors pour finir cette discussion aujourd'hui, on va parler de quelques stratégies d'investissement pour une planification pérenne. Alors, vous voyez le fond d'écran de ce slide, vous voyez des paniers et vous voyez des œufs. Parce que quelque chose qui est fondamental, alors on va parler de deux critères pour vous aider à incorporer de la robustesse, de la solidité, de la résilience dans votre plan financier. Un critère qui est fondamental, qui est en fait, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc en fait, c'est la diversification. Il faut diversifier son portefeuille d'investissement. Si par exemple, j'ai mes quatre classes d'actifs, actions, obligations, les fonds alternatifs ou les fonds communs de placement, c'est un principe qui est fondamental. Euh, les classes d'actifs ne, les classes d'actifs financiers ne réagissent pas de la même façon en fonction des cycles financiers dans lesquels on se trouve. Donc, avoir un investissement qui est dans différentes classes d'actifs vous permettra de tirer avantage de certaines classes d'actifs qui vont vous servir comme coussin quand d'autres performent très mal. Et vous pourrez en fait comme ça réallouer euh, du capital entre ces différentes classes d'actifs sans avoir à aller ajuster complètement votre plan financier. Donc, il est important, il faut diversifier. Ça, c'est premier élément. Le deuxième élément, c'est l'inflation. Pour créer, il faut sélectionner, alors surtout pour la poche d'investissement qui va être déployée à long terme, il faut sélectionner des classes d'actifs qui vont statistiquement battre l'inflation à long terme. Encore une fois, vous ne voulez pas vous réveiller et réaliser que, proche de l'âge de la retraite, que la valeur de votre épargne ou de votre investissement, finalement,
a diminué, juste du fait de l'inflation. Alors, je ne vais pas définir les actions. Les actions sont une part d'entreprises qui délivrent des dividendes. Statistiquement, les actions délivrent une performance qui est supérieure à l'inflation partout. Même au Nigeria, un pays où l'inflation est hyper élevée, où l'inflation liée au biens alimentaires est à 40%. L'année dernière, l'inflation générale était à 35% l'année dernière, maintenant on est à 25%. Euh, un investisseur qui aurait investi en bourse sous les dernières années aura battu l'inflation. L'année dernière, le NGX 30, donc le NGX 30, qui est en fait l'indice de base. Supposez que vous avez juste une stratégie passive qui consiste juste à investir dans les 30 valeurs qui composent cet indice, vous auriez battu l'inflation. L'année dernière, la performance de cet indice était 36%. L'année d'avant, 50%. L'année d'avant, 40%. Mais même dans les pays développés, le S&P, qui est l'indice de référence aux États-Unis qui représente les 500 plus grandes capitalisations, les 2 dernières années a une performance de 25%, supérieure à l'inflation de 2, 3 ou 4%. Le Nasdaq a même une performance de 50% il y a 2 ans. Donc, investissez en actions, évidemment, pas tout. Et encore une fois, les actions battent l'inflation sur du long terme. Alors, j'ai donné des exemples il y a 1 an ou 2 ans, mais ce n'est pas la règle. Donc, il faut avoir une allocation en actions dans votre plan financier. L'autre, c'est les matières premières. Alors, les matières premières servent, sont connues pour être des valeurs refuges en période de turbulence, en période de choc économique. Les matières premières ont tendance à monter. Évidemment, pas toutes les matières premières, typiquement pas le pétrole. S'il y a un choc, si par exemple là, il y a un choc économique et qu'on rentre dans une période de récession mondiale, forcément le prix du pétrole va baisser parce que la demande va baisser. Mais en moyenne, en général, quand il y a des mauvaises conditions météorologiques, quand il y a des chocs géopolitiques, la valeur de l'or va monter, la valeur des matières premières alimentaires va monter. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont une chaîne en or qui a été offerte par une tante, une mère, une grand-mère il y a 5, 10 ou 20 ans. Demandez-lui quel était le prix d'achat de cette chaîne en or il y a 5, 10 ou 20 ans et regardez sa valeur aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs manières d'être investi sur les matières premières. Alors, vous pouvez acheter directement, typiquement l'or, mais il y a des produits dérivés dans lesquels vous pouvez investir qui vous donnent une exposition à ces matières premières. Ou alors, vous pouvez investir dans des actions dont le chiffre d'affaires est essentiellement guidé par une matière première. Par exemple, au Nigeria, Presco ou Kumorol, qui sont dans le secteur de l'agriculture. Je vais finir par trois slides. Vous pouvez considérer les fonds communs de placement qui sont des véhicules d'investissement qui sont populaires. Alors, comment est-ce qu'ils marchent? Ce qu'on fait, c'est qu'on met ensemble votre capital avec d'autres investisseurs et on investit. Donc, vous n'avez pas à vous soucier, donc un professionnel va faire ça, vous n'avez pas à vous soucier sur la sélection des classes d'actifs, vous n'avez pas à vous soucier sur des concepts comme est-ce que je dois investir dans tel secteur ou un autre, ou telle action ou un autre, telle obligation ou un autre. Il y a quelqu'un qui va le faire pour vous. Et le fait qu'on mette ensemble les investissements, ça vous donne accès à des classes d'actifs où certainement tout seul, vous n'auriez pas pu avoir accès. Et les fonds communs de placement, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour pouvoir y investir. Ici, par exemple, au Nigeria, à partir de 1 000 euros. Ou si c'est un fonds commun de placement qui est libellé en dollars, qui est de 100 dollars. Donc, vous pouvez investir et vous laissez ça à un professionnel. Il y a différents types de fonds. Alors, ce slide présente les différents types de fonds, leurs risques et les horizons d'investissement. Donc, les fonds monétaires sont plutôt pour des périodes courtes parce qu'on investit sur des instruments du marché monétaire inférieurs à 1 an. Les fonds obligataires, donc une obligation est une dette émise par une entreprise ou par un État. Le risque est moyen. Là, l'horizon d'investissement, c'est on va dire au moins à partir de 2 ans ou 3 ans. Jusqu'à 10 ans, évidemment, vous n'avez pas de limite. Les fonds actions, là, il faut investir sur une période qui est beaucoup plus longue. Évidemment, vous pouvez investir sur une action
et avoir une très bonne performance en quelques mois ou en un an, mais on vous recommande. Euh, les fonds équilibrés, c'est un mélange des deux. Parce que les actions et les obligations fonctionnent souvent de façon anticorrélée. Donc, souvent, quand l'un se performe bien, l'autre ne performe pas bien, ainsi de suite. Alors, au Nigeria, vous pouvez investir en dollars, surtout que maintenant, la Banque centrale et Security Exchange ont beaucoup assoupli ça. Un pays où la devise a perdu, la valeur de la devise a été divisée par 3 ou 4 sur les 3 dernières années, vous voulez envisager, vous devez envisager un investissement en dollars, tout si vous avez des dépenses en dollars, que ce soit par exemple vos enfants ou vous avez des dépenses médicales. Il y a un autre type aussi, alors, la liste n'est pas exhaustive ici. L'autre type de fonds dans lesquels vous pouvez investir, c'est des fonds qui ont des considérations religieuses, euh, si vous les voulez. Alors, il y a des services, vous pouvez aussi contacter des professionnels et avoir une approche qui va être personnalisée. Donc, pas juste investir dans des fonds comme un placement. Si vous avez une certaine taille, on va dire, de portefeuille, vous pouvez contacter une des sociétés de gestion d'actifs qui va vous recevoir, faire un bilan de votre situation et vous donner un questionnaire, voir votre appétence au risque, établir vos objectifs et définir ce plan financier qui vous permettra d'atteindre vos différents objectifs, soit court, intermédiaire ou à long terme. Alors, vous pouvez contacter n'importe quelle société de gestion certifiée et reconnue. Vous pouvez trouver la liste en visitant le site de l'association fman.com.ng. Et je rappelle que ces sociétés de gestion sont régulées par la SEC, Security and Exchange Commission. Donc, voilà une autre façon de constituer un plan financier. Ça sera la fin de cet échange. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps. Je voudrais juste remercier deux personnes. Olani, qui a mis cette présentation, enfin, qui a préparé ces slides, et Elisabeth, que vous avez entendu au début de la présentation, analyste à Stanby, à qui je vais rendre le micro et qui va nous guider pour la suite de cet échange. Elisabeth, à toi. Merci Monique pour une présentation très éducative et nous avons appris beaucoup de choses concernant les finances. Je vais prendre quelques questions et le reste sera répondu dans la section des commentaires, même après le webinaire. La première question, c'est la question de Oumul Nguema. Ok. Si tu veux, je vais la lire. Si tu veux, je vais la lire. Allô? Oui, je peux voir le chat. Pardon? Je peux voir le chat. Je vais lire la question si tu veux. La volatilité et l'inflation Ok. sont-elles forcément corrélées? Ou bien il faut les prendre séparément dans Oui. nos prévisions et surtout vis-à-vis du choix des investissements pour se couvrir du risque inhérent? Donc non. Hmm. Alors, j'essaye Alors, une période... Alors, corrélé, c'est est-ce que l'un implique l'autre ou l'autre implique l'un? Euh, en période de forte inflation, vous aurez de la volatilité. Ça, c'est clair. Mais maintenant, c'est pas parce que vous avez de la volatilité que vous aurez de l'inflation. On peut avoir une volatilité, par exemple, parce que il y a un choc économique. On anticipe qu'il va y avoir une récession. Donc, il n'y a pas forcément de la volatilité sur les différents biens financiers. Euh, 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 et l'inflation aura tendance à baisser. Mais par contre, ce qui est important, comme vous l'avez dit, que ce soit l'un ou l'autre, il est important de les prendre en compte dans vos choix d'investissement. Comme je l'ai dit, l'inflation, qu'elle soit à court, moyen ou long terme, elle va affecter la valeur de vos investissements.
faut la prendre en compte. Et quant à la volatilité, seul moyen de pouvoir mitiguer ça, enfin de pouvoir atténuer son effet, je vous conseillerais la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il faut allouer votre capital dans différentes classes d'actifs. C'est ce qui vous permettra de gérer au mieux la valeur de votre portefeuille. Elisabeth? Oui, s'il vous plaît, la deuxième question, monsieur. OK. Dans le contexte africain, alors, quelles compétences concrètes recommandez-vous à une jeune professionnelle qui souhaite évoluer en intersection entre la stratégie financière, la gestion des projets et les réalités socio-économiques en créant de la valeur durable? Alors, je vais relire pour être bien sûr. Je suis basé à Lagos, je suis diplômé en langue étrangère et je possède une expérience dans la gestion des communautés panafricaines. Communication stratégique. Ma question est la suivante. Dans le contexte africain, quelles compétences concrètes recommandez-vous à une jeune professionnelle qui souhaite évoluer à l'intersection entre la stratégie financière, la gestion des projets, les réalités socio-économiques locales, tout en créant de la valeur? Alors, les compétences que vous mettez sont je dirais, des compétences qu'on trouve dans toute bonne business school. Donc, je ne sais pas si vous êtes diplômé, alors je pense que non. Alors, si vous voulez développer toutes ces compétences, moi, je vous conseillerais peut-être de joindre une école de commerce, donc en français, on dirait donc une business school, où en fait, ces différents sujets sont traités et vous permettront d'avoir en fait, euh, enfin, d'acquérir euh, ses compétences et tout en incorporant la dimension création de valeur. Donc, je vous dirais une bonne école de commerce. OK, d'accord. Euh, la dernière question, monsieur, euh, c'est la question de Fatih. Proposez-vous des produits de prévoyance pour les accidents de la vie, le décès, pour les études des enfants? Et donc, Monsieur, s'il pour, vous plaît. alors, les deux premiers, enfin, la première partie de la question sur vie et décès, effectivement, oui, vous pouvez trouver des produits. Alors, ça sera pas un membre, ça sera pas une société de gestion qui est membre de Fman qui vous donnera cette solution au problème que vous me posez, mais une compagnie d'assurance. Donc, au Nigeria, évidemment, vous pouvez contacter aussi des sociétés d'assurance. Donc, certains de nos membres peuvent avoir aussi une filiale qui fait des produits d'assurance. Donc, vous pouvez les approcher et vous aurez en fait des assurances, assurance vie par exemple. Maintenant, pour les études des enfants, constituer une épargne pour financer les études des enfants fait partie d'un plan financier. Je vous dirais, c'est un des top 2 ou top 3 des critères euh, qu'on reçoit et qu'on doit atteindre quand on reçoit des particuliers, des investisseurs. Ils nous disent, OK, moi, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, mes enfants seront diplômés, je vais les envoyer Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et je sais que pour l'instant, enfin, vu d'aujourd'hui, le coût de l'année scolaire sera de 20 000, 30 000, 50 000 dollars. OK? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous pouvez me donner un plan financier? Combien je dois investir? Combien je dois épargner? Où est-ce que vous allez investir? Combien est-ce que vous pouvez me générer de ces investissements pour que dans 5, 10, 20 ans, je puisse avoir ces dollars pour pouvoir financer l'étude de mes enfants. Donc, encore une fois, vous pouvez trouver la liste sur le site de fman.com.ng et contacter une des sociétés de gestion
et elle vous fera un plan financier dédié pour pouvoir vous aider à planifier pour les études de vos enfants. Merci beaucoup, Mounir, pour cette présentation très enrichissante, ainsi que pour vos réponses claires et pratiques. Un grand merci également à vous tous pour votre participation active et vos questions pertinentes. Un grand merci à nos participants anglophones aussi. Permettez-moi de leur transmettre ces quelques informations en anglais. Okay, I can see our English participants. I would like to say a big thank you, and please leave your email address in the comment section. A review of the section will be emailed to you in English, of course. Pour celles et ceux qui souhaitent échanger avec un gestionnaire de fonds ou obtenir plus des informations, une communication par email vous sera envoyée sous peu. N'oubliez pas de laisser votre adresse email dans la section des commentaires afin que nous puissions vous recontacter. Ce webinaire touché à sa fin. Merci encore pour votre présence et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci.